Bonjour. Le deuxième chapitre concerne le diagramme de catégorisation. Donc, on va tout d'abord commencer par donner une définition. C'est quoi un diagramme de catégorisation? Après, quelles sont les composantes graphiques qui constituent un diagramme de cas d'utilisation? Troisièmement, les différentes relations qui existent entre les composantes graphiques du diagramme. Finalement, on va faire un exemple concret. Donc, on a déjà parlé sur l'UML dans le premier chapitre. On a dit que la partie conception, on va voir les trois diagrammes. Diagramme de catégorisation qui permet de donner une vue de point de vue utilisateur, c'est-à-dire on va voir notre système de l'extérieur, ce qui permet de définir les besoins utilisateurs. Après, on va voir le deuxième diagramme, c'est le diagramme de classe qui permet de donner une idée sur la structure interne de votre logiciel sous forme des classes et les relations entre les classes. On va le voir dans le chapitre suivant. Et le troisième diagramme, c'est le diagramme de séquence, quatrième chapitre, qui permet de donner l'enchaînement ou bien l'ordre chronologique des actions au cours de temps. Donc, diagramme de catégorisation, c'est un diagramme, on indique que c'est un diagramme qui fait partie du diagramme dynamique et permet de identifier vos besoins du client, identifier qui sont les acteurs qui vont agir sur votre système. Donc, on a deux choses. On a les acteurs qui vont agir sur votre système, c'est-à-dire qui sont les personnes ou bien les systèmes qui vont utiliser votre logiciel. La première chose. La deuxième chose, il permet d'identifier les grandes fonctionnalités de votre système fournies pour les acteurs. Et juste un petit information ici que les tâches ne doivent pas être détaillées. On donne seulement les grandes fonctionnalités. On ne donne pas comment on fait cette tâche, seulement la tâche, sans dans les détails. Donc pour le détail, c'est le diagramme de séquence qui permet de donner une idée sur les détails de bien le séquençage des actions pour réaliser une tâche. Donc en résumé, le diagramme de catégorisation permet de définir le besoin global du client, les acteurs. Il permet de définir les acteurs qui vont utiliser le système. Mais ici aussi, il définit les grandes fonctionnalités de votre système, sans donner le détail. Donc, les composantes graphiques qui existent dans votre diagramme de catégorisation sont très simples. Tout d'abord, il faut définir votre frontière de votre système. C'est le rectangle ici, on définit le frontière de votre système. Bien sûr, en donnant un titre. Le titre, c'est le titre de votre logiciel. Après, les acteurs, ils sont présentés par un petit bonhomme, on les appelle les acteurs. Bien sûr, pour chaque acteur, on doit donner un nom. Les acteurs, ce sont eux qui vont utiliser le système. Ce sont des personnes de l'extérieur qui vont utiliser le système. Un acteur peut être une personne, bien un autre système qui utilise votre système. C'est pas toujours des personnes, mais il peut être un autre système qui utilise votre système. Donc on présente les acteurs toujours à l'extérieur de votre diagramme sous forme d'un petit bonhomme. Et il y a les tâches, les grandes fonctionnalités fournies par votre système sous forme des ellipses. On l'appelle des cas d'utilisation. Donc pour les cas d'utilisation, on donne seulement la tâche globale, sans donner les détails. Donc toujours on exprime la tâche via un verbe. Par exemple, retirer argent, effectuer un virement, consulter compte. Ce sont des tâches fournies par votre système pour le client. Donc le client, qu'est-ce qu'il attend de votre système? Il attend qu'il puisse retirer d'argent, effectuer un virement, consulter son compte. Donc comment on retire l'argent? C'est pas le rôle de diagramme de catégorisation. Les détails, on ne donne pas. Donc, je répète. Donc tout d'abord, on va identifier notre système qui permet de faire une relation entre l'extérieur et l'intérieur. Donc l'extérieur, ce sont les acteurs qui vont utiliser votre système. Et l'intérieur, ce sont les tâches fournies par votre logiciel, bien par votre système. Les acteurs sont présentés via un petit bonhomme dont on donne un nom. À l'intérieur de votre système, on présente les grandes fonctionnalités, les tâches, via des ellipses. On les appelle catégorisation. Donc chaque ellipse doit présenter pas un verbe. Okay? Donc c'est ça les composantes graphiques de catégorisation, sont très simples. Donc je passe. Maintenant, les relations qui existent. La première relation qui est très simple, c'est la relation entre l'acteur et un cas d'utilisation. Toujours il y a une seule relation, c'est l'association. Donc comment on présente l'association? Toujours, dans tous les diagrammes du UML, une association est présentée par un trait simple. La ligne simple, comme ça. Cela permet de faire que l'acteur, une association avec un cas d'utilisation. Donc je répète, donc la seule relation qui existe entre l'acteur et un cas d'utilisation, c'est la relation d'association. Et toujours relation d'association est présentée par un trait simple.
Donc voilà la première relation. La deuxième relation, c'est entre un cas d'utilisation et un autre cas d'utilisation, c'est-à-dire à l'intérieur de votre système. Donc ici, la relation entre l'extérieur et l'intérieur. Ici, on va voir la relation de l'intérieur de votre système. Donc en fait, il existe trois relations. Il y a la relation d'inclusion, la relation d'extension et la relation généralisation-spécialisation. Je vais expliquer ça via des images. Donc, la première, comment exprimer une relation d'inclusion? Donc, supposons que j'ai une relation, un cas d'utilisation A. Et j'ai un cas d'utilisation B. On dit que A include B. C'est comme ça on présente. Un trait pointé avec une flèche ouverte. Après ici, on fait include. Donc, ça veut dire quoi cette relation? On dit que A include B. C'est-à-dire que on ne peut pas faire la tâche A si seulement si on réalise B en premier. Je ne peux pas réaliser A si seulement si on réalise B en premier. Donc, si B n'est pas réalisé, on ne peut pas réaliser A. Donc, en gros, c'est A inclut B. Inclut B. Donc, si je ne peux pas réaliser B, je ne peux pas réaliser A. Mais si je réalise B, à ce moment-là, on peut réaliser A. C'est la relation d'inclusion. Donc, on dit que A inclut B. C'est-à-dire que tout d'abord, je commence à réaliser B après A. Donc, ça en premier. La tâche A en deuxième. Ce qui implique que si je ne peux pas réaliser B, je ne peux pas réaliser A. Si je réalise B, à ce moment-là, je peux réaliser A. Donc, c'est clair. Donc, je pense que c'est très simple. Donc, voilà la relation de relation d'inclusion. On fait la deuxième relation. Toujours la catégorisation A avec catégorisation B. Ici, on dit que B extend A. On fait extend. Il faut faire attention à le sens de flèche. Donc ici, include, c'est comme ça. On dit que A include B. Mais B extension, on commence par B extend A. Donc toujours un trait pointillé avec une flèche ouverte à la fin. Donc B include A. C'est-à-dire que je vais réaliser A en premier, optionnellement, ou bien éventuellement, la tâche B. C'est-à-dire, si je réalise A, je peux ne pas réaliser B, je suis libre. Donc je répète pour bien comprendre. Donc, B extend A, c'est-à-dire B c'est une extension de A. C'est-à-dire je vais réaliser A en premier, après je vais réaliser B en deuxième. Mais pour B, c'est pas obligatoire. Voilà ce qui concerne la relation d'inclusion. La deuxième relation, c'est la relation de généralisation-spécialisation. Donc, lorsqu'on parle de la relation de généralisation-spécialisation, on parle de relation d'héritage. Donc, supposons qu'on a un cas A, un cas B et un cas C. On dit que relation de généralisation-spécialisation, lorsqu'un cas d'utilisation hérite d'un autre cas d'utilisation. Ici, on dit que B hérite de A. Donc A, c'est plus généralisé, B plus spécialisé. Ça veut dire que B, il contient A plus autre chose. Donc ici, B, on dit que le B, c'est un cas A plus la spécialisation. L'état spécialisé AB. On va voir ça de plus dans les exemples de TD. Donc, en gros, la relation de généralisation-spécialisation concerne l'héritage. A tâche A, c'est le plus généralisé. Une tâche B spécialisée de la tâche A. On appelle ça héritage. Comme on peut avoir deux cas d'utilisation héritent de la même cas d'utilisation. Donc voilà, je passe. Donc prenons cet exemple. Donc comment on va lire ce diagramme de cas d'utilisation? Tout d'abord, on a notre système.
Donc le système, c'est borne interactive d'une banque. Donc quels sont les acteurs de ce système? On a seulement le client. Donc, le client, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut retirer argent, mais c'est include s'identifier. C'est-à-dire quoi? Que le client ne peut pas retirer argent si seulement si il doit s'authentifier en premier. C'est bien. Après le retirement d'argent, externe imprime reçu. Donc, imprimer reçu, c'est après retirer argent. Ici, imprimer reçu, et le client a le droit de l'imprimer reçu ou bien de ne pas imprimer le reçu. C'est optionnel. Mais c'est pas obligatoire. Par contre, ici, s'authentifier, il est obligatoirement de la réaliser avant de retirer argent. Après la deuxième tâche, il y a consulter son compte. Pour consulter son compte, c'est une tâche généralisée. Une tâche spécialisée, toujours consulter, c'est la même chose, mais spécialisée sur Internet. Il y a un cas d'utilisation qui est spécialisé de consulter compte. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Il reste une dernière relation, c'est la relation entre acteur et acteur. Donc la seule relation qui existe entre acteur et acteur, c'est l'héritage. Donc un acteur peut hériter d'un autre acteur. Donc un acteur A, acteur B. Donc un acteur B peut hériter tous les tâches de acteur A. Exemple. Donc on a notre système. La frontière de notre système système de vente par correspondance. Donc on a deux acteurs, on a le client, il y a deux acteurs des ventes. Donc les clients passent une commande. Inclut de recherche article, c'est-à-dire que le client doit tout d'abord faire une recherche d'article après de passer une commande. Le même acteur suivait une commande, c'est-à-dire que le client doit tout d'abord faire recherche des articles avant de suivre une commande. Maintenant, le directeur de vente, en plus de gérer le stock, il hérite tous les cas d'utilisation du client. C'est-à-dire que le directeur de vente, il peut passer une commande et suivre une commande. Donc, au lieu de faire, je prends une capture d'écran, au lieu de faire comme ça, lien d'association comme ça, vous voyez, il y a de la redondance, parce que je dois programmer passer une commande pour le client et encore une fois, passer une commande pour directeur de vente. Donc, au lieu de faire cette redondance, il suffit de dire que le directeur hérite de client. Automatiquement, le directeur peut passer une commande, peut suivre une commande. Et plus spécialisé pour lui seulement, gérer le stock. Donc ça, c'est généralisation et ça, spécialisation. Je pense que c'est clair. Donc ça sera tout pour cette vidéo et je vous souhaite très bon courage. Merci.